Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Département de la Recherche Université Paris-Sud. Faculté Jean Monnet, Droit, Économie, Gestion. Collection Presse universitaire de Sceaux. Dirigé par Jérôme Fromageau. Initié par le département de la recherche de la Faculté Jean Monnet de l'Université Paris-Sud, cette collection, à destination d'un public élargi, a pour ambition de mieux faire connaître la variété des travaux pluridisciplinaires menés par les centres de recherche et leurs partenaires scientifiques français et étrangers dans les domaines économiques, juridiques et de gestion. Déjà paru. Géraldine Gofffaux, du contrat des sociétés, Essai sur le contrat instrument d'adaptation du droit des sociétés 2008. Paul Tavernier, Regard sur les droits de l'homme en Afrique, 2008. Jean-François Lemaître, ed. Risque, information et organisation 2008. François Jullienlafrere, Doriane Guinard et Sarah-Marie Maffezoli, Quel sens pour le droit 2008. David Ginocchi, Doriane Guinard, Sarah-Marie Maffezoli et Sébastien Robe, Les modèles juridiques français et américains, Influence croisée 2009. Nathalie Goeder, État de droit et droits de l'homme, Échange de points de vue France-Iran, 2010. Gratien Moll Mogolo, Le patrimoine des jeunes églises en République démocratique du Congo, Conditions juridiques de l'autonomie, 2010. Guillaume Delmas, Sarah-Marie Maffezoli et Sébastien Robe, Le traitement juridique du sexe, 2010. Cheryl Suzanne MC Waters et Henri Zimnovitch, Histoire des entreprises du transport, Évolution comptable et managériale, 2010. Jean-François Lemaître, Des bourses aux entreprises de marché, Le commerce du capital dans les turbulences de l'économie de marché, 2011. Joseph Aspiro-Setki, Guillaume Delmas et Sébastien Robe, L'indépendance de la justice, 2011. Doriane Guinard, Réflexion sur la construction d'une notion juridique, L'exemple de la notion de service d'intérêt général, 2012. Nathalie Goeder, Le travail, souffrance ou plaisir, 2012. Série Ciné-droit. Nathalie Goeder en dire, Censure et liberté, atteinte ou protection, 2011. Correcteur, Caroline Schnettler, Université Paris-Sud. Université Paris-Sud. École doctorale sciences juridiques. ECONOMIQUES et de gestion. EA 263. Thèse. Présentée par Wang Jing. Soutenue le 21 septembre 2011. Pour obtenir le grade de docteur de l'Université Paris-Sud. En sciences économiques. Jury. Directeur de recherche. Monsieur Jean-Pierre Faugere, professeur à l'Université Paris-Sud. Rapporteur. Monsieur Guy Kerr, professeur émérite à l'Université Paris 10. Monsieur Michel Vernieres, professeur émérite à l'Université Paris 1. Suffragant. Monsieur Bertrand Bellon, professeur émérite à l'Université Paris-Sud. Monsieur Helmoub Mouhoud, professeur à l'Université Paris-Dauphine. Directeur du groupement de recherche DREAM. L'université n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. Remerciements. La plus grande partie de cette thèse s'est effectuée à distance. Toutefois, j'ai eu la chance d'avoir pu bénéficier au cours de ce long travail des conseils pertinents et des encouragements bienveillants de nombreuses personnes. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur Jean-Pierre Faugère, mon directeur de thèse, qui a bien voulu diriger mes recherches tout en me laissant la liberté de réflexion d'une part, et en m'orientant vers les meilleurs choix d'autre part. Toujours présent et attentif, il n'a jamais cessé de m'exhorter et de me prodiguer ses précieux conseils. Monsieur Bertrand Bellon qui m'a accueilli chez lui, et a suivi de près mes recherches, en particulier pour la méthodologie scientifique. Les discussions avec lui m'ont apporté un éclairage précieux, à la fois précis pour ce présent travail et profond pour l'économie chinoise dans son ensemble. La confiance, le soutien, les conseils et les encouragements constants de sa part m'ont été d'une grande motivation. Monsieur Helmoub Mou qui m'a fait partager ses vastes connaissances sur le problème migratoire,
m'a ouvert des pistes de recherche et m'a donné des conseils perspicaces aussi bien pour la littérature que pour les données. Les discussions enrichissantes avec lui ont été de précieux stimulants. Monsieur Guiquer que j'ai vu tout au début de mon travail, et qui m'a fait parvenir ses conseils et des documents intéressants marqués sur des fichiers de référence manuscrits. Je lui exprime ma sincère gratitude pour les qualités à la fois scientifiques et humaines qu'il a su manifester à mon égard. Jean Luciani, de l'Université Paris-Sud, Pierre Conchaldi et Annie Jolivet de Lire, Jean-Pierre Garçon et Anders Rusterswart de l'OCDE, Pierre Béret du Lest, qui tous ont accepté les discussions sans ménager leur temps précieux. Leurs remarques ont favorisé l'aboutissement de cette thèse. De nombreux bibliothécaires qui m'ont formé à la méthode et à la technique en recherche documentaire. Je pense particulièrement à Magali Marcy du CEE, tant pour ses compétences que pour sa gentillesse. Au début, j'étais totalement ignorante en économétrie et je remercie de tout cœur Anne Plunke, Shixian Cheng, Liu Haijian et Lian Yujin qui m'ont fait profiter de leur expérience d'économètre et qui ont fait preuve d'une grande patience envers une vraie débutante. En outre, je tiens à remercier infiniment Michel Groslot pour son accompagnement tout au long de mon cursus en France, son aide, son soutien, ses encouragements et surtout la longue relecture qu'il a voulu faire de toute ma thèse afin de rendre l'expression de mon travail plus claire. Merci à Marie-Constance Vacher pour le résumé en anglais, et à Amandine Bigot pour les jolies cartes présentes dans la thèse. Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble du jury. Michel Vernière, Guiquer, E.M. Mou, Bertrand Bellon et Jean-Pierre Faugère pour m'avoir fait l'honneur de participer à ce jury de thèse et pour l'intérêt qu'ils manifestent ainsi pour mes recherches. Je n'ai pas pu vraiment bénéficier du laboratoire français, ADIS, mais j'ai tenté de joindre l'équipe de recherche sur le transfert de la main-d'œuvre agricole que dirige Li Xiaochun, professeur d'économie de l'université de Nanjing. Avec lui, j'ai eu maintes discussions bénéfiques. Mes sincères remerciements vont aussi au professeur Shen Xuanming, doyen de la faculté de gestion à l'université de Nanjing, pour son soutien et ses encouragements permanents. Le département de français de l'université de Nanjing, où j'enseigne le français, m'a donné la liberté de choix pour faire une thèse en économie et m'a soutenu pendant ces années. Je suis très reconnaissante envers tous mes collègues, en particulier Xu Jun, Zhang Xinyu, Cui Dianroi, Liu Shengfiu, Liu Yunong et Gao Fang. La distance a valu un supplément de travail à l'administration de la faculté Jean Monnet. Un grand merci à Jérôme Fromageau, Sandra Charrère-Petit, Sylvie Marion, Ghislaine Bonesio, Maryse Chaumette et Michel Péchetti pour toutes les facilités qu'ils m'ont accordées. Le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Chine, qui m'a accordé une bourse du gouvernement français de 7 mois, permettant de réaliser cette thèse dans les meilleures conditions durant mon séjour en France. Combien je suis reconnaissante envers mes parents qui n'ont pas pu étudier longuement, mais qui ont emprunté pour financer mes études en France, où j'ai effectué une grande partie de mon cursus universitaire, de la maîtrise au doctorat. Grâce à cette aventure, j'ai découvert la culture française et bénéficié de l'esprit critique de la recherche scientifique occidentale. Leur affection et leur soutien constant m'ont permis de m'épanouir tout en franchissant de nombreux obstacles. Merci à mon époux, qui s'est beaucoup occupé de moi pendant l'élaboration de cette thèse en prenant souvent sur lui les tâches quotidiennes, et qui m'a été d'un si grand réconfort lorsque le doute, voire le découragement ont pu surgir lors de la rédaction de ce travail. Merci infiniment à Blanche Bellon, Florence Ousterc et à tous ceux qui m'ont soutenu durant ces années. Sans eux, cette thèse n'aurait pas pu voir le jour. Préface. Dans son analyse des migrations intérieures en Chine, Wang Jing nourrit sa recherche de sa connaissance de la littérature théorique. De la littérature sur la mobilité internationale du travail qu'elle applique, très légitimement, aux migrations internes à la Chine en évoquant les différentes approches, celles qui voient les travailleurs poussés des zones rurales vers la ville ou bien les travailleurs influencés par les différences de revenus escomptés, et les approches contemporaines qui mettent l'accent sur les défaillances des marchés. Elle se réfère aussi à la littérature sur la segmentation des marchés du travail et sur la discrimination. Armée de ces outils, elle analyse deux formes de migration, la migration permanente et la migration temporaire, qui se différencient du point de vue du hukou, ce système d'enregistrement qui lie le travailleur à un territoire et qui peut être changé dans des conditions très restrictives.
Grâce à une analyse empirique originale, elle montre bien les différences fondamentales entre ces deux formes de mobilité. Mais, loin de tomber dans le piège qui considérerait que les migrations s'expliquent simplement par les comportements des migrants et qui renverrait à leur rationalité individuelle, elle montre comment ces mouvements de main-d'œuvre s'inscrivent dans des décisions politiques, dans des rationalités des acteurs publics. Elle part de la microéconomie des comportements individuels pour arriver à l'économie politique des gestions publiques de main-d'œuvre. Ainsi, au niveau global, la Chine, qui avait réussi des opérations extraordinaires de migration des villes vers les campagnes, pour des raisons économiques, famine de la fin des années 50, ou pour des raisons politiques, 17 millions de jeunes citadins envoyés à la campagne pendant la révolution culturelle, a mis en place le hukou avec des objectifs politiques clairs. Un équilibre alimentaire et un approvisionnement à bas prix grâce à une population rurale importante et un faible taux de chômage dans les villes. De même, aujourd'hui, le hukou est l'objet de politiques locales et Wang Jing interprète la discrimination dans l'accès aux biens publics comme un résultat des rapports de force entre le gouvernement central, le gouvernement du lieu d'origine et le gouvernement du lieu d'arrivée. Dès lors, les pratiques décentralisées du hukou et les formes de mobilité qui en sont induites dérivent directement de rationalité publique, d'autant qu'au hukou est liée la possibilité de bénéficier de biens collectifs. Wang Jing nous indique que le gouvernement local, en tant qu'agent économique rationnel et indépendant, se sert du hukou local comme d'un outil pour attirer talents et investissements, dans le but de favoriser son développement économique. Le fonctionnement d'un double mécanisme de migration, régulé par le système du hukou, parvient à servir à la ville d'accueil pour qu'elle puisse, d'une part, améliorer le capital humain de sa population en captant les plus qualifiés et d'autre part, bénéficier d'une main-d'œuvre meilleur marché dont l'industrialisation a besoin, mais sans assumer les coûts sociaux permettant l'installation des migrants temporaires. Très logiquement, elle est conduite à préconiser, au nom de l'efficacité économique et de la justice, des amendements au système du hukou. Le jury de thèse de doctorat a tenu à décerner à Wang Jing la mention très honorable avec félicitations du jury, pour l'intérêt d'une recherche au point de rencontre entre, d'une part, les travaux et les sources chinoises, et d'autre part, les recherches occidentales, et qui repose sur l'articulation entre des problématiques théoriques et ces recherches empiriques. Surtout, le jury a voulu reconnaître la grande capacité de cette jeune chercheuse chinoise, le plus souvent éloignée du centre de recherche français, à s'approprier les analyses pour développer le propre cheminement de sa pensée, dans une écriture agréable à lire. Son esprit critique, sa pensée personnelle, sa volonté d'argumenter sont toujours en éveil. Cette thèse est une success story de la coopération franco-chinoise et de la francophonie. Le Caire, le 13 février 2012. Jean-Pierre Faugere. Professeur de sciences économiques. À l'Université Paris-Sud. Vice-président de l'Université française d'Égypte. Logique des migrations intérieures en Chine et rationalité du système du hukou. Résumé. Les migrations intérieures en Chine sont régulées par le système du hukou. Celui-ci distingue la population rurale de la population urbaine et matérialise le droit d'accès aux biens publics du lieu d'enregistrement. Deux types de migrations sont à distinguer selon que l'individu a pu convertir, transférer ou non son hukou en déplacement, migration permanente et migration temporaire. Notre recherche adopte donc une approche dichotomique et comparatiste en vue d'avoir une vue plus intégrale de la migration intérieure en Chine. D'abord, nous nous interrogeons sur les déterminants du choix de la localisation. Le résultat économétrique montre que la migration temporaire est plus déterminée que la migration permanente par les caractéristiques du marché du travail, salaire et chômage. Par ailleurs, les afflux de leads et le développement de l'entreprise rurale représentent un attrait significatif pour les migrants temporaires, contrairement aux migrants permanents. L'autre remarque consiste dans l'attraction des régions autonomes de minorités à l'égard des migrants permanents. Ensuite, nous nous demandons si les deux types de migration créent des différences en termes de profil individuel et d'insertion professionnelle des migrants. Les permanents sont plus qualifiés que les natifs urbains, alors que les temporaires sont loin derrière. Quant aux insertions professionnelles, deux indicateurs sont choisis: accès à l'emploi et rémunération.
Les temporaires gagnent de 14 à 20% de moins, même si les attributs du capital humain sont contrôlés. Sans discrimination institutionnelle, ils verraient leur proportion dans l'auto-recrutement baisser de 34%, alors qu'elle augmenterait de 11% pour l'employé et de 50% pour l'ouvrier, toutes choses égales par ailleurs. Or, les permanents sont beaucoup mieux insérés. Ils connaissent seulement une légère discrimination salariale, mais une discrimination positive pour l'accès à l'emploi par rapport aux natifs. À la fin de la thèse, nous nous intéressons aux rationalités du système du hukou. D'une part, la ville d'accueil se sert du hukou, grâce à la migration permanente, pour attirer les facteurs de production dont elle a besoin. Capital et travail qualifié. D'autre part, elle peut bénéficier de la main-d'œuvre de moindre coût, sans assumer les coûts sociaux à travers la migration temporaire. La Chine en a retiré des gains considérables, tels que la sécurité alimentaire, l'industrialisation à faible coût et la diminution du chômage urbain. Mais les coûts du maintien de ce système sont devenus plus préoccupants à l'heure actuelle, dans la mesure où il renforce la disparité économique, restreint la demande intérieure et forme une attention insuffisante sur les droits et l'égalité. C'est pourquoi nous proposons des mesures de réforme en insistant sur le rôle du gouvernement central. Mots-clés: logique, migration permanente, migration temporaire, rationalité, système du hukou, Chine. Logics in internal migration within China and the rationale of the hukou system. Abstract. In China, internal migration are governed by the hukou system. This system distinguishes between rural and urban residents and gives citizens right to public service of the place of registration. We distinguish two types of migration depending on whether the individual was able to convert transfer his or hukou during his or moves. Permanent and temporary migration. This study will adopt a dichotomous and comparatist approach so as to have a more comprehensive view of internal migration in China. First of all, we will analyze the determining factors of location purposes. The econometric result suggests that, compared to permanent migration, temporary moves are caused by variation in the labor market, wages, unemployment. Furthermore, the FDI inflows and EVB, village enterprise, development are great incentives for temporary migration unlike permanent migration. Another observation is related to the attractiveness of autonomous minority region for permanent migrants. Secondly, we wonder if both types of migration generate some difference in the individual profile and the integration of workers. Permanent migrants are more qualified than urban residents, while temporary migrants are far behind them. As far as vocational integration is concerned, two indicators have been selected: access to employment and wages. The temporary workers earn 14 to 20% less than the others. Their ratio in self-recruitment would otherwise be 34% lower, but it would be 11% higher for the employee and 50% for the worker, all things being equal. On the other hand, the permanent migrants are only faced with low-wage discrimination, and to a positive discrimination as far as access to employment is considered. At the end of the thesis, we will focus on the rationale of the hukou system. The host towns resort to the hukou system to attract permanent migrants in order to obtain the production factors they need: investment and skilled labor. Through temporary migration, they can take benefit from low-cost manpower without accepting the social cost. It is obvious that China has substantially gained by the contemporary hukou system: food security, low-cost industrialization, and control over urban unemployment. However, the cost of maintaining it is increasingly worrying since it reinforces economic disparity, reduces domestic demand, and causes the policy to depart from aim of right and equality. In this case, it will be an opportunity to propose reform while emphasizing the role of the central government. Keywords: logics, permanent migration, temporary migration, rationale, hukou system, China. Introduction générale. La migration du travail est au cœur de l'économie du développement. Du point de vue macroéconomique, elle est un mécanisme qui permet le déplacement de la main-d'œuvre des secteurs à faible productivité vers les secteurs à productivité élevée. Et du point de vue microéconomique,
elle est une réponse individuelle à de meilleures opportunités de revenus et d'emploi. En général, la migration peut augmenter le bien-être économique individuel ou familial et celui de l'économie dans son ensemble. La mobilité des travailleurs reflète dans une certaine mesure l'initiative individuelle, et traduit ainsi le dynamisme de la population et de l'économie du pays. Zhu, 2002. En effet, les premiers travaux sur la migration du travail sont liés au développement économique dans le contexte de l'économie dualiste, Lewis, 1954. Pour Lewis, le développement peut s'obtenir par la réduction progressive du stock de main-d'œuvre utilisé dans le secteur traditionnel et par son affectation au secteur moderne. La croissance de la production industrielle offrira des emplois urbains qui permettront le transfert de l'excès de main-d'œuvre du secteur agricole. Ranis et Fei, 1961, ont poursuivi son analyse en attachant plus d'importance au surplus agricole qui, selon eux, détermine à la fois le rythme du développement industriel et le rythme de la migration. Considérant que l'amélioration de la productivité agricole est indispensable pour que la migration s'opère dans de bonnes conditions, et que réussisse le transfert de main-d'œuvre, il souligne que la contribution de l'agriculture à l'industrie ne se limite pas à l'offre de travail, mais aussi au fait de l'approvisionnement agricole. Ces économistes insistent sur la contribution du secteur agricole au secteur industriel, et sont plutôt favorables à la migration rurale urbaine. Or, dans le but d'atténuer l'ampleur du chômage en ville, Todaro, 1969, et Harris et Todaro, 1970, ont proposé des conseils éco-politiques consistant à contrôler la mobilité de la main-d'œuvre agricole vers les villes. Ils mettent l'accent sur le développement rural étant donné que l'agriculture et l'industrie, la campagne et les villes doivent occuper une position équivalente dans le processus de développement, contrairement au modèle dualiste qui considère l'agriculture comme un outil de développement de l'industrie. Plus récemment, Stark et al. Concluent que la migration ne va pas nuire au développement agricole. Au contraire, elle aura pour effet de le favoriser en améliorant les défaillances des marchés financiers, en augmentant l'investissement productif et en réduisant les risques du marché à travers le soutien réciproque assimilé au contrat implicite entre le migrant et sa famille. Stark, 1991, Stark et Bloom, 1985. Malgré la grande diversité des approches concernant la fonction de la mobilité du travail pour le développement économique, on peut dire que ces deux phénomènes socio-économiques, migration et développement, ont toujours été associés dans l'histoire de l'humanité, surtout en période d'industrialisation accélérée. La Chine est en train de connaître cette métamorphose, de l'économie agricole à l'économie industrielle, de la société rurale à la société urbaine, d'un empire traditionnel à un pays moderne. Comment mener à bien la migration du travail, en vue de favoriser le développement économique et social de Chine? Cette question se pose non seulement pour les pouvoirs publics, mais aussi pour les chercheurs en divers domaines, économiques, sociologiques, juridiques et politiques. Contexte. Quelques lignes sont à tracer, permettant de donner une idée d'ensemble du terrain de notre recherche. Avec 9,6 millions de kilomètres puissance 2, soit 17 fois la superficie de la France, la Chine se situe au 4e rang mondial des surfaces des pays de la planète, juste derrière les États-Unis. Mais 15% seulement du territoire dispose d'un sol arable, soit 1,2 million de kilomètres puissance 2, et la surface cultivée est encore moindre, 102 millions d'hectares correspondant à 7% des terres cultivées dans le monde. Or, la Chine est le pays le plus peuplé du monde avec plus de 1,3 milliard d'habitants, soit environ 21% de la population du globe. Cette population est majoritairement agricole, en raison d'une part, d'une politique qui privilégie l'industrie lourde et d'autre part, d'une série de politiques extrêmement restrictives à la migration rurale urbaine à l'époque de l'économie planifiée, années 1950 à 1980. Il en est résulté que le surplus de main-d'œuvre agricole a atteint une quantité prodigieuse, sans comparaison avec ce qu'on a pu observer dans l'histoire des pays développés, ni non plus dans d'autres pays actuellement en voie de développement. Heureusement, la croissance rapide et continue de l'économie chinoise a favorisé le transfert de cet excès de main-d'œuvre agricole. Environ 200 millions ont déjà quitté l'agriculture, d'abord du fait de l'émergence de l'industrie rurale, entreprise du village et du bourg,
puis au fur et à mesure du développement de l'atelier du monde, à savoir l'industrie manufacturière dans les régions côtières de l'Est, stimulée par les commandes du marché mondial. Or, cette migration campagne-ville est assimilée à une migration amphibie ou à des oiseaux de passage dans les travaux disponibles, car elle est souvent individuelle, caractérisée par le court terme et par un taux de retour très élevé. Aussi, en raison de l'instabilité de la migration rurale-urbaine, le niveau d'urbanisation en Chine est en retard, tant par rapport à son PIB qu'en référence au pays au niveau de revenu équivalent, Shu 2008. Problématique. Cette spécificité de la situation chinoise incite beaucoup de chercheurs à trouver les obstacles à la migration intérieure dans le pays. Solinger, 1999b, Kai Du, Esperluet Wang 2001, Chen 2006, Song, Wang Esperluet Liu 2006, Froissart 2008. Tous, sans exception, voient dans le système du Hukou l'obstacle le plus important. Il s'agit d'un système d'enregistrement de l'état civil qui demande à chaque individu de s'enregistrer dès la naissance auprès de l'autorité compétente, Bureau de la sécurité publique. Deux indications sont importantes, nature du Hukou, agricole ou non, et lieu d'enregistrement, car l'individu ne peut avoir accès qu'aux biens publics définis par la nature du Hukou et associés à la résidence d'enregistrement. Il est à souligner qu'un nouveau-né est enregistré selon les indications de ses parents, père ou mère. La migration professionnelle et ou géographique ne permet pas un changement automatique, Woronoff, 2009. Il faut que les migrants remplissent les conditions définies par la ville d'accueil pour y convertir, changement de la nature, et ou transférer, changement du lieu d'enregistrement, leur Hukou. Ce système a ainsi induit une conception particulière des migrations. Celles-ci n'ont pas uniquement une définition spatiale, mais sont aussi considérées du point de vue du changement ou du maintien du statut, Froissart 2008. Nous distinguons donc migrants permanents et migrants temporaires selon que l'individu a pu convertir, transférer ou non son Hukou au lieu d'accueil. Il en résulte deux types distincts de migration, dans leur processus comme dans leurs effets. Plus précisément, la migration permanente subit une sélection à l'entrée tandis que la migration temporaire est relativement libre. Cependant, les migrants permanents jouissent des mêmes droits que les natifs, tandis que les migrants temporaires sont discriminés aussi bien sur le marché du travail que pour l'accès aux biens publics, tels que la sécurité sociale et l'éducation publique pour leurs enfants. Graphique 1. Ces deux types de migration qui coexistent, régulés parallèlement par le système du Hukou, conduisent à des différences significatives en termes de motivation, de répartition et de profil des migrants. Yang, 1999. Or, les travaux disponibles sont très déséquilibrés entre les deux au détriment de la migration permanente. Ils se concentrent sur la migration temporaire comme si l'autre population, migrants permanents, n'existait pas. On sait pourtant que depuis le début des années 1980, entre 17 et 20 millions de personnes changent chaque année d'enregistrement officiel de leur résidence, Thiraud et UA 2004. Ainsi une approche dichotomique nous semble-t-elle nécessaire à l'analyse de la migration intérieure en Chine. Le système du Hukou devient alors un objet clé de notre recherche, d'autant plus qu'il construit, du point de vue statique, une frontière entre les urbains et les ruraux, ou entre les locaux et les étrangers, et d'un point de vue dynamique, il établit une distinction entre la migration permanente et la migration temporaire. Les questions suivantes ont été posées. Du point de vue macroéconomique, les deux types de migration se différencient-ils pour l'ampleur et la localisation ? Plus analytiquement, comment réagissent-ils aux déterminants économiques, politiques et sociaux donnés dans le choix de la localisation migratoire ? Du point de vue individuel, quelle est la position des migrants permanents et temporaires dans la hiérarchie de qualification par rapport au niveau moyen des habitants du lieu d'origine et du lieu de destination ? Où en sont-ils pour d'autres profils démographiques et professionnels ? Si les migrants temporaires n'ont pas accès aux segments réservés à ceux qui détiennent le Hukou local, urbains locaux et migrants permanents, sur le marché du travail d'accueil, cela résulte-t-il des attributs du capital humain ou de la discrimination institutionnelle due à la non-acquisition du Hukou local ? Si le système du Hukou est censé avoir freiné tant la migration permanente que la migration temporaire, pourquoi le gouvernement chinois a-t-il mis cet obstacle au déplacement dans les années 1950 et en maintient-il l'existence jusqu'à aujourd'hui ?
Quel est l'avenir de ce système et quel sera le parcours de la réforme? Plan de la thèse. Afin de répondre à toutes ces questions, la thèse s'organise comme suit. Le premier chapitre consiste à présenter le contexte éco-institutionnel du phénomène migratoire en Chine. La première section a pour objectif d'exposer un rappel historique de la migration intérieure depuis 1949, en soulignant sa réaction au changement de climat éco-institutionnel. La réforme économique, lancée à la fin des années 1970, a apporté à la Chine tant de métamorphoses structurelles que nous distinguons deux périodes séparées par cet événement. La deuxième section se focalisera sur le système du hukou, en prêtant une attention particulière à ses régulations différentes selon l'un ou l'autre type de migration. Le deuxième chapitre propose une revue de la littérature tant théorique qu'empirique. L'idée est de présenter brièvement d'une part, les compréhensions diverses de la mobilité géographique de l'humanité, en soulignant l'évolution de leurs approches, et d'autre part, d'exposer les évidences empiriques effectuées sur le terrain chinois. Deux corpus de théories seront introduits, déterminants de la migration, segmentation et discrimination sur le marché du travail. Pour la littérature empirique, nous ajouterons des analyses politico-économiques du système du hukou. Le troisième chapitre commence à s'interroger empiriquement sur les logiques des migrations. Notre travail sera effectué à l'aide de deux bases de données différentes. La statistique de la population au niveau du district municipalité, la migration permanente, et les recensements de la population, la migration temporaire. Après une brève description en termes d'ampleur et de localisation pour les deux types de migration, nous essayerons d'estimer leur sensibilité respective aux déterminants économiques, politiques et sociaux dans le choix de la localisation migratoire. Le quatrième chapitre vise à étudier analytiquement l'interaction entre les migrations et le marché du travail, autrement dit, l'insertion professionnelle des migrants permanents et temporaires. L'enquête Chinese Household Income Project, effectuée en 2002, nous permet d'établir un échantillon comprenant les migrants permanents, les migrants temporaires, les résidents ruraux et les urbains locaux. Cet échantillon repose en tout sur 64 000 observations. Avant de mener le travail économétrique, nous devons comparer de manière descriptive les profils de ces 4 sous-populations. Le raisonnement, en se prolongeant, aura pour objectif d'expliquer la différence en termes d'insertion professionnelle, accès à l'emploi et salaire, entre les 3 sous-populations présentes sur le marché du travail urbain. La question centrale est d'examiner si toute la différence s'explique par leur profil productif, capital humain. Sinon, la discrimination institutionnelle sera mise en évidence. Le 5e chapitre change d'angle d'observation en se situant principalement du côté des pouvoirs publics. Ce changement a pour but de mieux comprendre les rationalités économiques et politiques du système du hukou, puis de discuter de la nécessité de sa réforme et des mesures adéquates à sa mise en œuvre dans un proche avenir. Nous interpréterons les rationalités de 3 approches. La rationalité en termes de sélectivité à l'entrée pour la migration permanente, la rationalité en matière d'accès restrictif aux emplois et aux biens publics pour la migration temporaire, et la rationalité du mode de fonctionnement d'un tel double mécanisme. Il faut dire que nous adoptons une méthode positive dans l'essentiel de la thèse. L'objectif est de décrire, d'analyser et de comprendre la réalité. C'est lorsque nous proposons des conseils sur la réforme du hukou que la méthode normative sera mise en valeur. Par ailleurs, comme nous nous intéressons particulièrement à la structure des migrations régulées par le système du hukou, une approche dichotomique, consistant à distinguer la migration permanente de la migration temporaire, et une méthode comparative entre ces deux types de migration, seront adoptées tout au long de la thèse. La cohabitation d'un double mécanisme de migration, dite « marcher sur 2 jambes », n'est pas un phénomène fréquent au sein d'un même pays. Notre approche permet d'une part, d'avoir une vue plus intégrale de la migration intérieure en Chine et d'autre part, de proposer une piste de recherche dans ce laboratoire naturel, qui consiste à examiner comment l'outil institutionnel structure et régule les migrations, à l'échelon international comme à l'intérieur d'un pays. Graphique 1. Structure des migrations intérieures en Chine d'aujourd'hui. Chapitre 1. Contexte éco-institutionnel chinois. Pour commencer,
ce chapitre propose une revue des faits stylisés sur lesquels nous aborderons notre sujet en prêtant une attention particulière au contexte éco-institutionnel du phénomène migratoire en Chine. La première section a pour objectif d'exposer un rappel historique de la migration intérieure en Nouvelle-Chine, depuis 1949, en soulignant sa réaction au changement de climat éco-institutionnel. 3 périodes sont à distinguer: libre circulation, migration totalement planifiée et coexistence de 2 mécanismes de migration, permanents et temporaires. La deuxième section se focalisera sur le système du hukou, l'outil principal de régulation institutionnelle imposé aux migrations intérieures en Chine. Nous ferons d'abord une brève étude historique et comparative au niveau international, qui situe ce système dans le temps et dans l'espace. Ensuite, nous analyserons successivement en quoi consiste la régulation de la migration permanente et celle de la migration temporaire par le système du hukou. Migrations intérieures en Chine, métamorphose dans le parcours du développement. La migration, comme tous les autres phénomènes économiques, a connu une grande métamorphose avec la transition de l'économie planifiée à l'économie du marché en Chine. Afin de mieux observer son parcours, nous classons ce mouvement en plusieurs étapes. Chaque étape manifeste une caractéristique primordiale, répondant à des politiques économiques différentes. En nous appuyant sur la méthodologie historique, nous essayons d'expliquer à partir de ce que dit Tapinos, 1974, l'existence du phénomène migratoire en T, son absence au moment T1 et son prolongement ou pas en T+1. 1.1 Mécanisme unique sous l'économie planifiée, de la migration libérale au contrôle strict. Les politiques restrictives appliquées à la migration chinoise n'ont pas été mises en place dès la fondation de la Nouvelle Chine. Cette dernière a en effet connu une période de libre circulation de 1949 en 1957. L'étude de l'histoire d'urbanisation chinoise montre que l'industrialisation lancée par le premier plan quinquennal, 1953 à 1957, a été bien suivie par un exode rural normal, Shu 2008. Les ruraux avaient à l'époque le droit de choisir librement une profession autre que l'agriculture. De 1950 en 1957, 60,8% de l'accroissement de la population urbaine était d'ordre migratoire. Lors de la période du Grand Bond en avant, 38 millions de paysans ont quitté leurs exploitations afin de fournir la main-d'œuvre nécessaire à la production de fer et d'acier qui était considérée comme la condition essentielle du progrès économique. En 1958, seulement 58,2% de la population active restait à la campagne, Han, 1994. Or, une famine très étendue était constatée pendant les 3 années 1958 à 1961. Beaucoup de projets industriels se sont interrompus, ce qui a provoqué un chômage important dans les villes. Le gouvernement s'est engagé alors à réduire le nombre de citadins. D'une part, un grand nombre des nouveaux immigrés des années 1950 ont été renvoyés par les autorités dans leur village d'origine. D'autre part, l'afflux des jeunes instruits vers la campagne fut imposé Shu, 2008, Yu 2002. En 3 ans, 20 millions de postes ont été supprimés et la proportion de la population rurale est remontée jusqu'à 82,5% en 1963. Il faut dire que l'aggravation du chômage urbain était en quelque sorte inévitable. Comme nous le savons, la Chine a suivi le mode de l'ex-URSS en développant l'industrie lourde en priorité. Une telle industrialisation ne contribuait pas pour autant à l'absorption de la main-d'œuvre, dans la mesure où elle est plus intensive en capital qu'en travail. Selon les estimations de Ma, 1982, chaque million de yuan d'investissement en capital fixe crée 257 emplois pour l'industrie légère, mais seulement 94 pour l'industrie lourde. Dans ce contexte-là, pour garantir l'approvisionnement agricole et assurer le développement de l'industrie lourde, une série de politiques ont été mises en œuvre dans les années 1950, consistant à restreindre la migration, en particulier la migration rurale urbaine. Parmi celles-là, nous pouvons citer le monopole étatique dans l'approvisionnement et la vente des produits agricoles, Tonggu Tongxiao, les communes populaires, Renmingongsh, et le système du hukou. Le premier a été mis en place en 1953, suite au décret d'application de l'achat et de la fourniture planifiée des céréales. Après,
le monopole de l'État s'étendit à tous les produits agricoles tels que le sucre, le coton et les produits oléagineux, etc. Leurs prix étaient fixés à de bas niveaux, ce qui permettait à l'industrie d'obtenir des matières premières d'origine agricole à un coût peu élevé. On estime que le secteur agricole a transféré en capital à l'industrialisation un montant de l'ordre de 607,8 milliards de yuan, dont 510 milliards prélevés par l'effet des ciseaux, et 97,8 milliards de yuan provenant des impôts Lang, 2007. Par ailleurs, l'État approvisionnait les citadins, déterminés par le statut du hukou, sous forme de rations. Par conséquent, un migrant rural illégal ne pouvait que souffrir de la faim en ville du fait qu'il n'avait pas accès aux rations alimentaires et ne pouvait donc pas s'assurer une alimentation quotidienne. Fan, 2005, Wang, 2005. Le système de communes populaires est devenu en 1958 le mode d'organisation en zone rurale. En tant qu'à la fois une unité de production et un échelon administratif, la commune populaire s'occupait de l'utilisation des facteurs de production et de l'allocation de revenus dans le cadre de sa juridiction. Tous les paysans participaient quotidiennement à la production collective. Une journée de travail valait un certain point travail, gongfen, qui assurait le revenu des paysans. Soumise à l'assiduité quotidienne obligatoire, la population rurale était de ce fait sédentarisée à la campagne. En 1958, le Conseil des affaires d'État a publié le règlement sur l'enregistrement du hukou, annexe 7, afin de prévenir des mouvements de population trop massifs des campagnes vers les villes. Selon ce règlement et ses compléments promulgués successivement dans les années 1960, tous les citoyens doivent s'enregistrer dans le système du hukou établi par les autorités de la sécurité publique. Deux informations importantes sont notées, le statut, agricole ou non agricole, et le lieu d'enregistrement. Le nouveau-né est enregistré selon les informations de sa mère, quel que soit son lieu de naissance. Tout changement doit être approuvé par les autorités compétentes. Plus particulièrement, la conversion du statut agricole en statut non agricole, non-juanfei, était extrêmement difficile. Le quota est déterminé, chaque année, par le gouvernement central. Par exemple, en 1977, le nombre total de transferts ne devait pas dépasser 0,15% de la population non agricole. Ce genre de restriction est renforcé par le règlement concernant la migration, publié en août 1964, qui stipulait qu'il fallait contrôler strictement la migration rurale urbaine et celle du bourg en ville. En 1975, l'amendement de la Constitution par le 4e Congrès national de l'Assemblée nationale du peuple a supprimé la clause de la liberté de la résidence et de la migration. Il en résulte que la migration rurale urbaine a stagné de 1964 à la fin des années 1970. Elle n'était possible que pour un tout petit nombre de cas. Recrutement par une unité de travail urbaine, accès à un établissement supérieur et obtention d'un emploi après la démobilisation pour les militaires. Pour le reste, la mobilité géographique n'est autorisée que vers les unités territoriales de rang administratif égal ou inférieur à celui de la résidence actuelle, Blayo, 1997. L'urbanisation progressait très lentement. La part de la population urbaine est passée de 10,6% à 17,9% en Chine de 1949 à 1978, alors que le niveau moyen des pays moins développés est passé de 17,9% à 29,5% durant 1950 à 1980, Chou 2008. Ces restrictions institutionnelles ont mis des barrières séparant les zones urbaines des zones rurales, ainsi que la population non agricole de la population agricole, Wang et Zhuo, 1999. La structure dualiste était ainsi établie. L'industrie lourde était organisée de façon prioritaire par les entreprises d'État en secteur urbain. Le secteur rural organisé par les communes populaires consistait à fournir l'alimentation aux urbains et les matières premières à l'industrie au bas prix fixé par l'État, Chou 2008. Sur le plan social, les politiques révélaient une prérogative urbaine, les avantages sociaux, garantie d'emploi, pension de vieillesse, logement, assurance médicale, gratuité scolaire, etc., ne sont accordés qu'aux détenteurs du hukou urbain, bien que la grande majorité de la population chinoise soit officiellement enregistrée comme rurale. Comme l'analyse précédente se focalisait sur la migration rurale urbaine,
Nous pouvons nous demander si le déplacement entre les villes était possible. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.